la plèvre, c'est une fine membrane séreuse, au même titre que le péritoine et le péricarde, d'ailleurs avec lesquels elle partage la même origine embryologique. Donc, elle est constituée de deux feuillets, l'un pariétal qui enveloppe la paroi thoracique et l'autre viscéral qui enveloppe le poumon. Et ces deux feuillets, en fait, délimitent entre eux une cavité quasiment virtuelle, c'est l'espace pleural, où règne une pression négative de l'ordre de moins 10 cm d'eau. Alors, au niveau de cet espace virtuel se trouve un film liquidien très peu abondant, de l'ordre de 10 à 20 cc, qui va servir de fluidifiant pour faciliter les mouvements du poumon à l'intérieur de la cavité thoracique. Alors, vous voyez ici des photos d'une vision thoracoscopique, c'est des photos qui m'ont été fournies par le Dr Mahdi Abdelnader, que je remercie, où vous pouvez voir ici donc la paroi, la face interne de la paroi thoracique qui est enveloppée par la plèvre pariétale et le poumon qui est affaissé, donc enveloppé par la plèvre viscérale. Alors, le feuillet viscéral, justement, lorsque le poumon il est décollé, il est visible sous ce fin liseré opaque qui délimite la surface du poumon. Le feuillet pariétal se trouve ici, au niveau de la paroi thoracique. On ne peut pas l'individualiser du reste des constituants de la paroi. Alors, pour plus d'illustration, je vous ai choisi cette coupe pulmonaire, coupe frontale des deux poumons passant par les pédicules pulmonaires. Et vous voyez ici le feuillet viscéral en trait continu qui enveloppe le poumon sur toute sa surface. Il va s'insinuer au niveau des scissures. Le feuillet pariétal en trait discontinu qui tapisse la paroi interne, la face interne de la paroi thoracique costale, mais également diaphragmatique et médiastinale. Alors, vous voyez que l'espace pleural situé entre les deux feuillets, donc qui sont donc représentés pour des raisons pédagogiques éloignées, mais normalement ils sont très proches l'un de l'autre sans contact direct. Néanmoins, le feuillet pariétal, il s'éloigne du feuillet viscéral à certains endroits pour constituer ce qu'on appelle les récissus ou cul-de-sac ou sinus pleuraux où va se loger le poumon lorsqu'il s'expand au moment de l'inspiration. Alors, vous pouvez également constater qu'au niveau des îles pulmonaires, le feuillet viscéral, il va se réfléchir pour se continuer avec le feuillet pariétal. Et cette ligne de réflexion, elle fait en fait le tour du pédicule pulmonaire pour aller en bas et en arrière vers le diaphragme constituant ce qu'on appelle le ligament triangulaire ou ligament pulmonaire. Alors en fait, pour mieux illustrer les deux feuillets, les rapports des deux feuillets pleuraux, donc il y a trois coupes anatomiques, certainement vous vous rappelez de ces trois coupes à connaître, à mon sens. Donc la première coupe, donc ça passe un peu au-dessus de la bifurcation trachéale au niveau de T4, et vous voyez ici les deux poumons enveloppés entièrement par de la plèvre, et les deux feuillets viscéral et pariétal sont séparés. Alors la deuxième coupe qui passe par les pédicules pulmonaires au niveau de T5, donc vous voyez qu'au niveau du pédicule pulmonaire, le poumon n'est pas enveloppé de la plèvre, c'est à ce niveau que le poumon communique avec le médiastin. Alors, vous voyez ici en vert, le feuillet viscéral, il se complète avec le feuillet pariétal. Alors cet espace dénué de plèvre, il se continue en bas et en arrière, ici, vous le voyez ici, donc sur cette coupe passant par le cœur au niveau de T8 pour constituer le ligament triangulaire. Voici la coupe correspondante au niveau du scanner et vous voyez donc ici en bas deux opacités linéaires fines à peine visibles en fait, c'est les ligaments triangulaires droit et gauche. Alors en vue latérale, vous voyez cette ligne de réflexion au niveau du hile en fait qui entoure tous les constituants du hile pulmonaire sauf en bas et elle se continue en bas et en arrière vers le diaphragme, c'est ça le ligament triangulaire. Et le chirurgien, lorsqu'il le libère au cours de certaines interventions, la première structure anatomique à laquelle il est confronté, c'est la veine pulmonaire inférieure. Alors, toujours dans l'anatomie, le feuillet pariétal, il comporte en fait trois segments. Le segment costal qui enveloppe la face costale donc de la paroi, mais également un segment diaphragmatique et un segment médiastinal, comme vous le voyez sur cette coupe et sur ce schéma. Donc, plèvre pariétale costale, médiastinale et diaphragmatique. Toujours pour illustrer la même chose, donc ici la plèvre qui est sectionnée à un certain endroit, c'est ça la plèvre costale, en bas diaphragmatique et la plèvre pariétale médiastinale.
Alors, ces différents segments, en fait, se constituent l'un avec l'autre. Ils se poursuivent pour donner ce qu'on appelle les récifus au cul-de-sac, qui sont des repères anatomiques à connaître. Et il y a, en fait, le cul-de-sac, les cul-de-sac costo-médiastino-antérieurs qui sont antérieurs rétro-sternaux. Les cul-de-sac costo-médiastino-postérieurs ont latéro-vertébral, cul-de-sac médiastino-diaphragmatique et enfin le cul-de-sac inférieur ou costo-diaphragmatique. C'est à connaître par les chirurgiens, mais également par les cliniciens, particulièrement le cul-de-sac costo-diaphragmatique inférieur. C'est représenté ici en bleu. En fait, il se projette en antérieur sur la ligne médioclaviculaire vers la 7e côte, se poursuit latéralement vers la 9e côte, et en arrière, c'est cet espace-là, vers la 12e, qui se projette vers la 12e côte. C'est un repère anatomique à bien connaître, parce que c'est la partie la plus déclive de la cavité pleurale, où va s'accumuler tout d'abord le liquide pleural en cas de chlorisie. C'est important à connaître pour les plus jeunes en vue d'un repérage pour une ponction pleurale. Alors, concernant la vascularisation de la plèvre, donc la plèvre en fait viscérale a une vascularisation artérielle à la fois systémique et pulmonaire. Quant à la plèvre pariétale, vous voyez ici, donc ici le poumon, la plèvre viscérale, l'espace pleural et la plèvre pariétale, en fait, elle est vascularisée uniquement par voie systémique, par l'artère intercostale, mais également l'artère phrénique et mammaire interne. Alors, le drainage lymphatique des deux feuillets pleuraux, il se fait pour la plèvre viscérale vers les ganglions pulmonaires hilaires. Pour la plèvre pariétale, il suit le réseau intercostal, mais il se fait également vers les ganglions rétropéritonéaux et médiastino-inférieurs pour la plèvre diaphragmatique. Quant à l'innervation, la plèvre viscérale n'a pas d'innervation propre, elle reçoit des rameaux du plexus pulmonaire. Pour la plèvre pariétale, elle reçoit des fibres du nerf intercostal, mais également des fibres sensitives du nerf phrénique. Et donc, surtout pour la plèvre diaphragmatique et médiastinale. Et donc, quand on a une irritation du nerf phrénique, une atteinte de la plèvre pariétale, diaphragmatique et médiastinale, la symptomatologie, c'est des points de côté ou bien une douleur sur le trajet du nerf phrénique. Donc, vous comprenez que seule la plèvre pariétale qui reçoit une innervation sensitive, elle est douloureuse. Maintenant, sur le plan histologique, alors la plèvre, elle est constituée par une monocouche de cellules épithéliales qu'on appelle les cellules mésothéliales, que vous voyez ici, qui tapissent toute la cavité séreuse. C'est des cellules aplaties ou cubiques qui reposent sur un tissu conjonctif sous-mésothélial. Alors, si on fait une coupe à ce niveau, vous voyez ici la plèvre, donc cette monocouche de cellules mésothéliales qui constitue ce qu'on appelle le mésothélium, qui repose sur un tissu conjonctif sous-mésothélial, puis une couche élastique superficielle, du tissu conjonctif lâche qui est riche en vaisseaux, en nerfs et en lymphatiques, et enfin une couche élastique profonde. Alors ces cellules mésothéliales reposent ici, ce que vous voyez en noir, sur une fine membrane basale. Alors voici comment se présente la cellule épithéliale mésothéliale en microscopie électronique. Elle est soit aplatie, soit cubique, en fonction de son degré d'activation. Alors, la forme cubique, elle est corrélée à une activation importante, comme en témoigne ici la richesse en organite intracellulaire. Alors, une caractéristique importante, c'est l'existence d'un système de jonction très serré entre les cellules mésothéliales, à type de jonction serrée ou de desmosome. Et en fait, ce système de jonction intercellulaire, il joue un rôle très important dans le transport intercellulaire, donc donnant une membrane, une espèce de membrane ou de barrière semi-perméable. Alors, vous voyez ici la membrane basale, donc, sur laquelle reposent les cellules épithéliales. Donc ça, c'est la membrane basale, et puis le tissu conjonctif sous-mésothélial. Alors, une autre caractéristique des cellules mésothéliales, c'est que sur le versant luminal, du côté de la cavité pleurale, elles sont dotées de microvillosités fines, longues, flexueuses, qui sont particulièrement abondantes et denses au niveau de la plèvre viscérale. Alors, autre caractéristique également de la plèvre, c'est l'existence de ce qu'on appelle des petits pores, les fameux pores de Wong, ce que vous voyez ici. Donc, c'est des petites cavités sur la première
photo, donc c'est les petits trous noirs. En fait, c'est des cavités de 3 à 12 microns de diamètre qui donnent accès direct sur les lymphatiques mésothéliaux. C'est pour ça, ça joue un rôle très important dans le drainage des fluides et des cellules. Alors, ceci nous amène à aborder la deuxième partie, c'est les fonctions de la plèvre. Alors, historiquement, on attribue à la plèvre 2 fonctions essentielles. D'abord, c'est celle de barrière protectrice contre les micro-organismes et les agressions de toute nature, et ceci grâce à 2 éléments essentiels. D'abord, ce fameux système de jonction serré entre les cellules mésothéliales, et puis grâce à la sécrétion par les cellules mésothéliales de glycosaminoglycanes particulièrement riches en acide hyaluronique qui vont former en fait une matrice au-devant des microvillosités qui va jouer le rôle de barrière protectrice. Deuxième fonction attribuée à la plèvre, c'est celle de faciliter les mouvements thoraco-pulmonaires, entre autres grâce à la sécrétion de la phosphatidylcholine qui va jouer le rôle de lubrifiant au niveau de l'espace pleural en évitant les frottements entre les surfaces. En fait, la plèvre, elle est qualifiée de véritable articulation thoraco-pulmonaire. Mais en fait, les fonctions de la plèvre dépassent de loin ces 2 fonctions et ce schéma résume à peu près les fonctions attribuées de la plèvre. Vous voyez ici le transport des fluides et des cellules, la présentation d'antigènes aux cellules T CD4+, l'inhibition d'adhésion des cellules tumorales sur les cellules mésothéliales. Elle joue également un rôle à la fois dans la coagulation et dans la fibrinolyse. Alors, l'une des fonctions principales de la plèvre, c'est assurer le transport des fluides et des cellules. Alors, pour illustrer ceci, on décrit un système à 4 à 5 compartiments. Vous voyez ici la cavité pleurale délimitée de part et d'autre par la plèvre viscérale et la plèvre pariétale. Du côté de la paroi, vous avez la microcirculation systémique pariétale et l'interstition pariétale. De l'autre côté, vous avez l'interstition pulmonaire et la circulation pulmonaire. Alors en fait, les échanges de liquide entre sang et espace pleural se font dans les 2 sens grâce au gradient de pression qui existe entre la pression systémique et la pression pulmonaire. Et justement, du fait de ce gradient et du fait que la pression systémique elle est plus importante, la formation du liquide pleural, elle se fait essentiellement au niveau de la plèvre pariétale par simple transsudation ou filtration. Alors, la réabsorption de ce liquide se fait à 80% également au niveau de la plèvre pariétale grâce à ces fameux pores qui donnent accès direct à ces lymphatiques. Et en fait, le débit de réabsorption lymphatique, il peut augmenter jusqu'à 80 fois pour s'adapter à une augmentation de production du liquide afin de justement d'empêcher l'accumulation du liquide dans la cavité pleurale. En fait, l'accumulation de liquide, comme vous le voyez sur cette photo d'une cavité pleurale où s'accumule le liquide, peut provenir soit d'une augmentation de la pression capillaire, soit d'une augmentation de la perméabilité capillaire, ou par exemple d'un blocage au niveau des lymphatiques suite à une inflammation. Dans le premier cas, ça va être un transsudat, dans les 2 autres cas, ça va être un exsudat. Mais nous, en imagerie, on va voir, dans tous les cas, cet aspect sur la radio, sur l'échographie ou sur le scanner. On développera ces aspects ultérieurement dans les présentations qui vont suivre. Alors, transport des fluides, mais également transport des cellules. Et vous voyez le transport des cellules du sang ici à travers ces fameux pores au niveau de la plèvre pariétale, donc des cellules sanguines qui vont traverser donc ces pores et être réabsorbées au niveau lymphatique. Autre fonction attribuée à la plèvre, c'est l'initiation, la réparation ou la résolution des processus inflammatoires et la réparation des lésions tissulaires de la plèvre. Alors, comment s'est assurée cette fonction? C'est grâce à la sécrétion par les cellules mésothéliales de nombreux médiateurs, certains certains pro-inflammatoires, des facteurs de croissance. Donc, il faut qu'il y ait continuellement une balance entre ces différents facteurs pour assurer cette fonction. Parce qu'à chaque fois, par exemple, qu'on a une rupture de cette balance, par exemple, un excès de production de facteurs de croissance, il peut y avoir un excès de dépôt de fibrilles et développement d'adhérence fibreuse au niveau de la plèvre. Alors, ces photos, en fait, illustrent en microscopie électronique, illustrent un dépôt donc de réseau de fibrilles pour combler une lésion de la plèvre, 24 heures après la lésion. Regardez 48 heures après, donc il y a une prolifération des cellules mésothéliales, comme en témoigne la densité de ces microvillosités
pour venir réparer la lésion pleurale. Donc la cellule mésothéliale, elle a une caractéristique principale à chaque fois qu'il y a une lésion pleurale, c'est de pouvoir proliférer rapidement, se multiplier, se détacher et venir combler la lésion pleurale. Les autres fonctions attribuées à la plèvre, présentation de l'antigène à la cellule CD4+. Alors vous voyez ici donc la cellule mésothéliale présentant en présence de l'interféron donc gamma, elle va activer les cellules CD4+ pour initier la réponse immunitaire. Autre fonction, c'est l'inhibition d'adhésion des cellules tumorales sur les cellules mésothéliales. Comment? Rappelez-vous de la matrice de protéoglycane qui au devant des villosités, et bien certains de ces constituants, notamment l'acide hyaluronique, ils vont se fixer sur CD44 de la cellule mésothéliale maligne pour empêcher sa fixation sur la cellule mésothéliale. Troisième fonction, c'est jouer à la fois un rôle dans la coagulation, grâce à la sécrétion de facteurs pro-coagulants comme l'inhibiteur du plasminogène, mais également dans la fibrinolyse, grâce à la sécrétion d'autres facteurs, à savoir l'activateur du plasminogène et l'urokinase. Donc vous imaginez qu'il faut toujours une balance entre ces différents facteurs pour qu'il y ait donc un équilibre entre coagulation et fibrinolyse. Alors si l'une de ces fonctions ou plusieurs sont défaillantes, on va basculer vers le pathologique. Et justement, on va voir tout le long de cette journée que la pathologie pleurale, elle est très variée parce que la cellule mésothéliale, elle est très active et elle répond à toutes sortes de stimulations infectieuses, inflammatoires, immunologiques, iatrogènes, malignes par plusieurs aspects. Alors, la plèvre, justement, elle peut refléter une pathologie locale, comme vous voyez sur cette photo, une fibrose pleurale extensive suite à un empième mal pris en charge avec une oblitération de l'espace pleural et vous voyez le poumon sous-jacent qui se trouve entouré par une coque fibreuse très importante. La plèvre peut être le reflet de maladies locales également, plaque pleurale asbestosique et mésothéliome pleural malin, si par exemple la fonction d'inhibition des cellules, de fixation des cellules tumorales, elle est défaillante. Elle peut refléter une maladie régionale, comme la réaction inflammatoire de la plèvre au cours d'une PID. Elle peut refléter une maladie beaucoup plus générale, comme une atteinte inflammatoire de la plèvre au cours d'une connectivite. Et enfin, elle peut refléter une maladie à distance, vous voyez ici, des métastases pleurales d'un angiosarcome. Alors, avec ces photos, j'arrive à la fin de ma présentation et j'espère avoir apporté ce prérequis indispensable à ce qui suit comme présentation et je vous remercie.